Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 h au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État a regagné la capitale après avoir pris part au 27e sommet de l'Union africaine à Kigali. Également dans les titres, en Afrique du Sud s'est ouverte ce matin la 21e conférence sur le sida. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné hier soir la capitale après avoir participé aux travaux du 27e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Kigali, la capitale rwandaise. Le chef de l'État, qui était accompagné de la première dame, Khadra Mohamed Haïd, et d'une importante délégation, a été reçu à sa descente d'avion par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, par les membres du gouvernement et par plusieurs hauts responsables civils et militaires. Il est à noter que durant ses déplacements à Kigali, dans le cadre de ce sommet, le président de la République et la première dame ont eu plusieurs rencontres. Et justement, notre premier magazine de la soirée sera consacré à la fin des travaux du sommet de l'Union africaine à Kigali, où y ont pris part le président de la République et la délégation qui l'accompagnait. Retour donc sur les événements principaux tels que l'ordre du jour de ce sommet qui a porté notamment sur les voies et moyens permettant la réalisation d'une véritable indépendance économique africaine. Ce 27e sommet de l'Union africaine s'est penché également sur l'établissement et l'instauration du passeport africain. Autre fait marquant de l'actualité à Kigali, c'était la participation du président de la République au sommet des pays de Smart Africa Alliance, une organisation qui regroupe 9 pays africains. Une organisation qui doit mettre sur pied une infrastructure TIC qui est en Afrique subsaharienne qui permettrait de connecter toute cette région à l'Internet. Je vous propose donc de suivre avec nous les faits marquants de ce 27e sommet dans ce magazine commenté par Ahmed Humet. Et notre second magazine de ce 22 h, c'est la radio-télévision de Djibouti qui a dépêché sur place une équipe composée de plusieurs journalistes, techniciens pour vous faire vivre ce 27e sommet qui s'est tenu à Kigali, un magazine de la rédaction commenté par Samter Saïd. La RTD est au cœur du 27e sommet. Depuis le 13 juillet, les Djiboutiens ont eu rendez-vous avec un journal complet sur les préparatifs du sommet comme son déroulement de chaque soir depuis Kigali. Des interviews, analyses, reportages sur tous les angles du sommet ont ainsi été réalisés par nos envoyés spéciaux et suivis chaque soir dans les journaux télévisés à Djibouti. Avec cette initiative de la direction de l'RTD, les téléspectateurs djiboutiens ont pu suivre également en temps réel la visite de la délégation conduite par le président de la République à ce 27e sommet de l'Union africaine de Kigali, dont la première dame ainsi que plusieurs ministres et hauts responsables. Un grand pas dans les moyens de retransmission de l'RTD par l'acquisition de nouveaux moyens techniques a permis de réaliser ce relais quotidien avec Kigali comme n'importe quelle capitale du monde. Une avancée majeure pour l'RTD et surtout pour le service information qui a su relever les défis du direct pour un si grand événement depuis l'étranger, comme l'explique le directeur de l'RTD par intérim, M. Ahmed Dini. L'État nous a acheté de nouveaux matériels pour transmettre en direct sur des satellites. Pendant 5 jours, nous avons suivi tous les événements qui sont déroulés à Kigali et
C'est pour la première fois, mais nous allons continuer. Là où il y a des événements, dorénavant, on peut mettre en direct sur les satellites. Beaucoup de téléspectateurs qui ont vu, ils ont dit c'est en direct ou bien comment? Ils ne croyaient même pas que c'était direct qu'on a enregistré après. Mais l'événement c'était en direct, même les journalistes disent nous avons fait un plateau à Kigali. Nos journalistes nous envoyaient en direct dès qu'ils enregistraient l'événement, c'était en direct tout l'événement, même les discours du président. Avec Kigali, la RTD a fait sa consécration dans la couverture complète des grands événements internationaux. Une grande ouverture qui va en droite ligne avec le nouveau slogan « La RTD pour vous, avec vous et partout ». Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Al-Humad, s'est rendu dimanche 17 juillet à Addis Abeba, en Éthiopie, afin de prendre part, à l'instar de ses homologues des pays de l'Afrique de l'Est, aux réunions du 8e Conseil exécutif aux travaux de la 7e conférence des présidents de l'Union interparlementaire UIP, des États membres de l'IGAD, autorité intergouvernementale pour le développement, qui se tiennent du lundi 18 au mardi 19 juillet 2016 dans ces pays. Dans le cadre de ce séjour des travaux en Éthiopie, le président du Parlement est accompagné d'une importante délégation parlementaire comprenant les députés Ulmi Moussa Hassan, Abdi Khair Bouh, Nim Abdulhan Hussein, Ali Hassan Humed et du directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, Mahdi Waberi. Outre la délégation djiboutienne et celle du pays hôte l'Éthiopie, de nombreuses autres en prévenance du Kenya, de l'Ouganda et du Soudan prennent part également aux travaux de cette importante rencontre. Hier, le président Mohamed Al-Humad a participé à l'ouverture officielle des travaux du 8e Conseil exécutif de l'UEP-IGAD. Les sujets abordés portaient sur l'adoption d'un projet des rapports du Conseil exécutif sur les activités entreprises par l'organisation interparlementaire, ainsi que sur de nombreuses problématiques spécifiques au pays de l'IGAD, notamment la question des flux migratoires, de la sécheresse, de la pauvreté, du terrorisme, la nécessité de développer l'économie verte avec la promotion des énergies renouvelables dans la sous-région, les processus d'intégration économique régionale, le rôle des femmes parlementaires au sein de l'UEP et l'IGAD et l'autonomisation des femmes en général, ainsi que le rôle des parlementaires dans la résolution des conflits tels que ceux sévissant en Somalie et du Sud-Soudan. Le président Mohamed Al-Humad a mis l'accent sur la nécessité impérieuse pour l'ensemble des parlementaires nationaux membres de l'IGAD d'honorer de leur présence à toutes les réunions et travaux périodiques de l'organisation et c'est pour lui assurer un meilleur fonctionnement. Enfin, en marge de sa satisfaction à la première journée des travaux de l'UEP-IGAD et dans le cadre des rencontres bilatérales, le président Humad s'est entretenu en aparté avec plusieurs de ses homologues présents, notamment celui de l'Éthiopie, Abdullah Gemeda Dego, et celle de l'Ouganda, Mme Rebecca Kadaga, pour discuter de la coopération interparlementaire entre les assemblées nationales du pays de l'IGAD, ainsi que les voies et moyens susceptibles de la dynamiser. Le président Mohamed Al-Humad et le président Abdullah Gemeda ont promis d'organiser une rencontre parlementaire djibouti-éthiopienne à Dire Dawa lors de la prochaine cérémonie d'inauguration de la nouvelle voie ferrée entre nos deux pays pour symboliser les forts liens d'amitié et de coopération entre les deux peuples frères et amis. Et justement, cette délégation composée de nombreux responsables des départements ministériels et des établissements publics ont pris part à la réunion des experts de la 14e commission mixte ministérielle djibouto-éthiopienne, prévue du 18 au 22 juillet 2016 à Addis Abeba. La séance d'ouverture de la réunion des experts des deux parties a eu lieu hier. Donc, la partie djiboutienne a été présidée par M. Yassine Hussein Douale, directeur des relations bilatérales du ministère des Affaires étrangère de la coopération internationale de la République de Djibouti, et la partie éthiopienne par l'ambassadeur Suleiman Dedefo, directeur général des pays voisins en charge des affaires de l'IGAD au ministère des Affaires étrangères de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Les deux présidents ont rappelé donc les liens historiques, fraternels et la similarité culturelle, sociale existante entre les deux pays frères. Cette réunion des experts s'est ensuite penchée sur les nombreux domaines de coopération entre les deux pays et ont discuté des questions relatives au renforcement des relations économiques, commerciales ainsi que le renforcement des infrastructures.
Le ministère de la Santé a tenu une réunion de réflexion sur la problématique de l'hygiène hospitalière dans la salle de réunion de l'hôpital général Piltier, sous l'égide du secrétaire général Dr Salah Banouita Tourab, qui a présidé cette réunion. L'hygiène hospitalière est une notion extrêmement importante. Elle englobe un ensemble de mesures destinées à prévenir les infections et l'apparition des maladies infectieuses dans les hôpitaux. Étaient présents les directeurs de l'hôpital général Piltier, la directrice de la maternité de Dar al-Hanan, le directeur de l'hôpital de Balbala, les directeurs de l'hôpital Dr Chegib et tous les directeurs médicaux de ces trois hôpitaux ainsi que leurs surveillants généreux. Les nettoyages de l'hôpital par le personnel de ménage pour éviter les maladies, des infections, les désinfections de matériel de soins, opérations et des chirurgies qui est destiné à éliminer volontairement les germes pour tuer les microbes sur les instruments de travail du personnel soignant. Cette réunion de réflexion était destinée à faire un état de lieu sur l'hygiène hospitalière, à harmoniser les techniques et les procédures utilisées pour la désinfection des matériels dans l'hôpital et enfin former les personnels intervenants dans l'hygiène hospitalière. Les participants à cet atelier sont penchés sur les différents aspects d'amélioration de la protection de l'hygiène de malade, de l'hygiène de l'eau, de l'air et du milieu au sein d'un hôpital afin de réduire à zéro les risques de contamination. La priorité du ministère de la Santé est d'adopter de nouvelles mesures d'hygiène au sein des grands hôpitaux afin d'assurer des conditions saines aux malades qui fréquentent les services de santé. Lorsqu'un malade rentre dans un hôpital, c'est une personne fragile qu'il faut protéger contre les infections. Et cela a une importance particulière lorsqu'on est dans un milieu encore plus sensible comme le bloc opératoire, la réanimation. C'est pour ça que lors de l'introduction, le directeur de l'hôpital a parlé de l'hygiène du sol, de matériel et de l'air. Sous l'impulsion de l'actuel ministre, et nous avons voulu redynamiser ce volet de l'hôpital et nous comptons beaucoup sur la collaboration entre les différents responsables des hôpitaux pour définir les normes, harmoniser le matériel de lutte contre les infections et les ingrédients pour qu'on puisse optimiser au maximum les besoins de ce travail. Une cérémonie de prise de contact du nouveau sous-préfet du 4e arrondissement de Balbala et du nouveau colonel commandant du commissariat de la cité Hodan s'est déroulée hier matin à la salle de réunion du centre Al-Rahma. La cérémonie a été présidée par le président de la commune de Balbala, Youssouf Nouhou, et a permis au nouveau colonel du commissariat de la cité Hodan, le colonel Saïd Absiye, d'expliquer le contact nécessaire pour asseoir la sécurité publique. Les membres du conseil des quartiers de la commune de Balbala ont pris par ailleurs à cette réunion de sensibilisation. Le ministère de la Santé a procédé à une réorganisation du circuit de prise en charge des patients dans les centres de santé communautaires de la capitale. En effet, un renforcement en deuxième médecin est pourvu dans tous les centres de santé communautaires afin que les patients viennent pour une consultation soit immédiatement prise en charge par un médecin. Par la suite, le patient dispose également des médicaments dans la pharmacie communautaire ainsi que des autres analyses complémentaires avec le laboratoire qui se trouve à l'intérieur des centres de santé. Le laboratoire d'analyse a été équipé dans certains centres de machines qui effectuent des analyses poussées en matière de recherche de diabète et de cholestérol. La prise en charge donc de la santé de l'enfant n'est pas en reste car les unités de nutrition effectuent également des consultations pour les enfants à travers le suivi de leur croissance. Le paquet de services de vaccination est également disponible dans tous les centres de santé avec tous les vaccins offerts gratuitement aux jeunes enfants. La femme enceinte est
également suivi dans le centre de santé communautaire au début et à la fin de sa grossesse, dans les unités de consultation prénatale, postnatale. Des conseils lui sont aussi donnés dans le suivi lors du planning familial, c'est-à-dire l'espacement des naissances. La priorité du ministère de la Santé est d'améliorer la prise en charge des services de santé dans les centres de santé communautaire pour que la population soit satisfaite en tout temps. Nous sommes au niveau du centre d'Anguela, nous sommes 2 médecins, moi et le médecin-chef, Dr Mariam. Et dès que les patients arrivent en consultation, nous avons en disposition dans le centre d'Anguela une pharmacie communautaire où le prix des médicaments est disponible et moins cher. Et nous avons un laboratoire bien équipé où on effectue les analyses de sang, les analyses hématologiques, la biochimie, les BK pour les patients tuberculeux. Dans notre centre Anguela, chaque médecin consulte en moyenne 30 patients par jour. Si le patient nécessite simplement d'un traitement, on leur prescrit le traitement et il les prend dans la pharmacie communautaire. Le centre d'Anguela a comme zone de couverture Anguela 1, Anguela 2, FNP, carte 4, aussi carte 1, une partie. Et nous sensibilisons les citoyens, la population, de passer d'abord par leur centre de référence à proximité avant d'aller dans les autres hôpitaux. Depuis un certain temps, des travaux de rénovation des principaux axes routiers de la capitale ont été entamés. Ces travaux lancés par l'ADR, l'agence djiboutienne de route, et confiés à une entreprise chinoise, ont donné un nouveau visage à la ville de Djibouti, comme ici à la place Harbi. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui la place Mahmoud Harbi, appelée communément place Rambo. Des axes routiers entièrement goudronnés sont sortis des terres à cette place qui est l'une des places les plus fréquentées à Djibouti. Après plus de 3 mois de rénovation, la place est aujourd'hui ouverte partiellement. Les quotidiens de cette grande place a repris celle d'accueillir tous les bus qui desservent les grands quartiers de la capitale. Ces nouveaux grands axes routiers permettront de rendre plus fluide la circulation urbaine pour les chauffeurs des taxis, des bus, mais également des usagers. Bien, infrastructure fait à Brassambo j'ai accueilli parce que c'était un besoin où le peuple djiboutien avait envie. Ils étaient difficilement, lorsque vous atteignez à Djibouti, il y avait la poussière, il y avait trop de embouteillages et la circulation était coupée. C'était un avancée majeure parce que elle contribue à la beauté de la République, parce que là où nous sommes maintenant, c'est à Brassambo, c'est le centre-ville. Le centre-ville djiboutien neuf maintenant. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, a appris avec une grande douleur le deuil qui a touché notre ambassadeur à Washington et New York, qui vient de perdre sa sœur, Madame Oubah Ali, en Turquie. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, réaffirme son soutien et présente ses sincères condoléances à l'ambassadeur et à toute la famille de la défunte. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et aux nouvelles à travers le monde, en Afrique du Sud, s'est ouverte la 21e conférence sur le sida. Les plus grandes organisations de lutte contre le sida se sont réunies à Durban. Comment trouver les moyens d'éradiquer les pandémies du sida d'ici 2030? C'est sur ce thème principal qu'est s'est ouverte la conférence internationale de lutte contre le VIH-sida. Selon les chiffres de l'ONU-SIDA, 36,7 millions de personnes vivent avec le sida dans le monde et seulement 17 millions d'entre elles reçoivent les traitements avec les antirétroviraux. Même si l'ONU-SIDA estime que l'Afrique a fait d'énormes progrès dans la lutte pour l'éradication du VIH-sida depuis 2000, pour les directeurs exécutifs, la lutte serait encore plus efficace si le continent produisait ses propres médicaments. Aujourd'hui, on a 90% des malades
qui sont sous traitement grâce à des médicaments qui viennent de l'extérieur et principalement de l'Inde. Il est donc temps que l'Afrique puisse produire son médicament. C'est impossible de penser que dans le futur, on continuera à mettre les malades sous médicaments en Afrique pendant 20 ans, 30 ans seulement en croyant que ces médicaments viendront du Nord, a-t-il déclaré. L'inégalité d'accès au traitement entre les pays et la réduction des fonds dans la lutte contre le sida sont des motifs d'inquiétude pour le directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Il estime que la question du VIH devrait être traitée avec beaucoup de rigueur. L'ONU-SIDA pense qu'avec l'intensification de recherche, la découverte d'un vaccin serait un soulagement pour tous. Quelques 18 000 scientifiques, militants, juristes et bailleurs de fonds évalueront les progrès dans la lutte contre le sida à cette 21e conférence internationale. Et donc, pour clore cette édition, en Allemagne, 4 personnes ont été gravement blessées suite à une attaque perpétrée à la hache et au couteau par un jeune Afghan de 17 ans. L'agresseur a été abattu par la police. Il s'agit d'un demandeur d'asile afghan, un mineur isolé hébergé dans une famille allemande. Le parquet s'est lui aussi montré plus prudent, indiquant que les motivations restaient donc à éclaircir. En mai dernier, rappelons-le, une agression similaire avait eu lieu dans un train régional au sud du pays, faisant au moins 1 mort et 3 blessés. La police avait avancé la piste terroriste avant de se rétracter, car l'homme souffrait en fait de troubles psychiatriques. Fin donc de cette édition. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de nos programmes sur Télé Djibouti.